Qui termine ce bloc. On poursuit avec l'opposition officielle pour son troisième bloc d'intervention. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais, Madame la Ministre, aujourd'hui, on veut avancer, que collectivement, qu'on se dise au Québec, on n'a pas assez construit d'unités d'hébergement. J'aimerais qu'on s'entende là-dessus aujourd'hui. On a besoin de construire plus d'unités d'hébergement en violence conjugale. Je pense que ça, c'est un départ. J'aimerais au moins que vous soyez d'accord avec moi sur ce principe qu'en ce moment, on n'a pas assez d'unités d'hébergement pour héberger les femmes qui en ont besoin. Madame la députée de Robert Baldwin, vous savez à quel point je suis préoccupée par la situation. Je pense qu'il n'y a personne qui peut douter de la préoccupation que nous avons, nous les femmes, au gouvernement, pas juste les femmes. Le gouvernement, on est un gouvernement féministe, mais je suis convaincue que c'est la même chose chez vous. En fait, si vous me posez la question, c'est le cas. Donc, la planification des besoins des maisons d'hébergement, m'assurer que les maisons d'hébergement sortent, c'est-à-dire garder le contact, la pression notamment sur l'habitation, m'assurer qu'on est capable d'offrir les services en justice, des services en santé, c'est important. La rencontre qu'on a faite avec la première ministre, avec les regroupements, est crucial et envoie un message. J'insiste sur cette rencontre-là parce que c'est le message de la première ministre. Elle est préoccupée par la situation et elle n'a pas l'intention de laisser tomber les femmes du Québec. Alors, on a déjà avancé. On a présenté le projet de loi 4 aujourd'hui, qui est un outil supplémentaire. Il y a une douzaine de maisons de deuxième étape qui devraient sortir de terre autour des prochaines années. On les a identifiées. Le financement est presque complété partout. Ça veut dire que ça va se faire. Et les 4 maisons de première étape, ce sont des places de plus. Maintenant, pour les besoins internes sur les réseaux, nous sommes en train d'évaluer. Il y a des promesses qui ont été faites, il y a des engagements qui ont été pris et nous allons y donner suite. Puis vous pouvez compter sur moi pour faire les suivis. Je comprends, mais vous n'avez pas répondu, Madame la ministre, à ma question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, au Québec, on n'a pas assez d'unités d'hébergement en violence conjugale pour héberger les femmes qui en ont besoin? Il faut en construire d'autres. On est en mode même rattrapage. Moi, j'aime... Ça, faut s'entendre là-dessus parce qu'on ne pourra pas avancer. Il y a un comité de manque de place. Il y a un rapport préliminaire qui a été préparé qui date du mois d'août, 2025. Et il n'est pas encore sorti. Et j'ai quand même l'Alliance, la Fédération, le regroupement, tout le monde parle du manque d'unité, tout le monde parle en ce moment, on a des régions prioritaires parce que le refus est très élevé, c'est au-delà de 50% de refus dans certaines régions. On est allé de 6 régions critiques à maintenant, on en a encore plus. Et donc, là, on est en mode, comme j'ai dit, rattrapage. On a dans les trentaines de projets, et même avec ceux qu'on va ajouter, on est très loin avec les données de SOS violence conjugale, de pouvoir combler la demande en hébergement. Et donc, il faut quand même s'entendre là-dessus afin de dire, bien, c'est quoi le plan? Parce que c'est quoi le plan au Québec? C'est quoi la vision en termes de construction? Parce que j'ai les 3 regroupements et surtout l'Alliance et Mélanie Miranda, que vous connaissez très bien, qui est responsable des projets, des MH2, pour dire on a besoin d'un programme dédié pour la construction et le financement de nouvelles maisons au Québec. Ça, c'est une urgence capitale parce que là, on est dans un comité de manque de place qui a même pas sorti encore un rapport final sur combien d'unités qu'on a besoin sur des données
qui date depuis 2021 à 2024. On est rendu là, Madame la ministre. Il me semble que on pourrait accélérer le processus, que le rapport sorte, qu'on se dit qu'on voit au Québec, on a besoin de construire tant d'unités pour que collectivement, on mette un plan en place. OK. D'abord, je vais adresser la question du comité manque de place. Le comité de manque de place s'est rencontré à 5 reprises entre avril 2025 et janvier 2026 et un rapport on attend un rapport sous peu. Alors, ce travail... Est-ce qu'on s'il vous plaît, parce que le rapport date depuis le mois d'août 2025. On n'a même pas fait l'analyse, on n'a même pas fait la collecte de données entre mars 2024 et aujourd'hui. Est-ce qu'on peut au moins avoir un engagement? Quand est-ce que ce rapport, en termes des besoins en matière d'hébergement, va être déposé? Bon, moi, j'ai pas vu ce rapport-là, mais moi, ce que je comprends, là, c'est que le comité manque de place à la suite des rencontres qu'il y a eu entre 25 et 26. Ce qu'on me dit, c'est que le rapport devrait être produit sous peu. Mais au-delà de ça, Madame la députée de Robert-Bas, les places sortent de terre. Écoutez, j'en ai ici, là. J'en ai qui sont en construction. J'ai Capitale Nationale, 1, 2 maisons, j'ai 20, 32 places. Mauricie, Centre du Québec, 1, 2, 3, 4 maisons. Montréal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maisons. Abitibi-Témiscamingue, une maison alternative pour elle, 11 places. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, maison à Sainte-Anne-des-Monts, 13 places. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, à Gaspé, 4 places. Chaudière-Appalaches, Centre des femmes Jardilec à Saint-Jean-Port-Joli, 8 places. Laval, 17 places. Laurentides, Mont-Laurier, 9 places. Montérégie, Sorel, 8 places. Madame la ministre, je sais les places. Le problème, c'est que les données, là, en termes de tous ces projets-là, là, ça date de 2020, 2021. Il est là le problème. On a des projets qui ont été évalués il y a quelques années. Le financement a retardé. Et donc, là, on est dans une situation où il y a 8 à 10 000 refus, puis on est en train d'héberger avec ces maisons-là environ 655 femmes. Il est là le problème. C'est pour ça que je voulais moi, je veux voir avec vous, parce que c'est une demande depuis fort longtemps que l'Alliance, le regroupement, la Fédération font ensemble de concert pour dire, nous, on a besoin d'un programme dédié à la construction et le financement des maisons d'hébergement afin qu'on puisse accélérer le processus. Parce que là, il est trop lent. Ça marche pas. Oui, ça serait le fun d'avoir une baguette magique, hein? On pourrait les faire construire comme ça. Bon, l'engagement date de 2022. Puis ça, 2022, j'étais là. On a promis 4 maisons de première étape et 33 maisons de deuxième étape. Actuellement, les 4 maisons de première étape, le financement est engagé, en tout cas, est pas mal réglé. Elles vont sortir de terre. Il y en a une qui est sortie, je crois. Une ou deux. Dans les maisons de deuxième étape, quand j'ai quitté pour la première fois en septembre 2025, nous avions, sur les 33 maisons de deuxième étape, livré 17 maisons. Quand je suis revenue, il y a quelques semaines, il y avait 21 maisons. Il y en a quand même quelques-unes qui sortent. Et là, il en reste une douzaine. Alors, nous sommes vraiment sur notre engagement, c'est-à-dire qu'on les livre, les maisons. Depuis 2022, il y en a des places qui ont vu le jour. Je comprends que ça nous en prendrait plus, mais on peut pas dire qu'on n'est pas à bonne place. On peut pas dire qu'on n'en construit pas. Là. On en construit. Les projets sont là, je viens, puis ils sont arrêtés, financés. Je travaille avec la ministre de l'Habitation. On travaille tous ensemble pour accélérer le pas. Mais les choses se font. Mais il y a différents enjeux. Puis, mais honnêtement, s'il y a une chose qui est claire dans mon esprit, c'est qu'on est en action. On est réellement en action. Puis l'engagement sur les places, elle date de 2022. Et aujourd'hui, en 26, on est vraiment sur notre plan, puis on le livre.
Je vais vous citer le communiqué de presse de l'Alliance après le dépôt du budget, qui disait que le budget ne prévoit aucun programme de financement dédié à la construction ou à la relocalisation des maisons d'hébergement. Cette absence soulève de sérieuses questions quant à la réelle prise en compte du manque de place pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales par le gouvernement. Que répondez-vous à Mme Miranda? Bien, il y a des programmes qui sont clairement... Bien, les maisons de première et deuxième étape là, sont quand même... jouent leur rôle. On collabore avec la Société d'habitation du Québec, avec les maisons d'hébergement pour minimiser les obstacles rencontrés par les projets, mais chaque projet est unique avec ses spécificités et ça demande un travail quand même assez important parce que, bon, d'abord, les maisons d'hébergement, c'est pas des spécialistes en construction, c'est pas des ingénieurs. Alors, on a d'ailleurs, nous, au Secrétariat de la condition féminine, débloqué des fonds pour les aider à s'entourer de l'expertise pour bâtir leur maison. Mais c'est pas une maison, un modèle pour tout le monde. Là. Il faut trouver les terrains, les espaces, construire, puis je vous dirais qu'il y a même des enjeux d'accessibilité sociale dans certains secteurs. Alors ça, c'est au-delà de nos considérations. Il faut qu'on travaille là-dessus pour... puis il y a même des enjeux importants d'accessibilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui veulent pas avoir de maison d'hébergement et qui dévoilent des informations secrètes, confidentielles, qui peuvent mettre en danger certaines femmes. Alors, on a quand même... Ce que je veux vous dire, là, c'est que on les travaille une à une et on les pousse. Puis, je vais vous dire une chose, c'est le dossier que je suis de plus près. Là. Je le suis, là, je m'informe, qu'est-ce qui se passe avec telle maison. Puis je demande aux députés aussi dans la région, as-tu ta maison, qu'est-ce qui se passe avec? Puis je suis ça de très près. Alors, parce que le rôle central et extrêmement important des maisons d'hébergement, je le reconnais dans la façon de contrer et de protéger les femmes de violences conjugales. Alors, on fait ce travail-là. Je reviens encore à nouveau avec la rencontre qu'on a eue le 6 mai avec la première ministre et les représentantes des trois regroupements, fédérations et alliances et SOS Violences conjugales. Les quatre personnes qui sont sur la première ligne quand il y a des enjeux de violence conjugale. La première ministre est intéressée, veut savoir, elle est préoccupée par la situation. Alors, on en a fait beaucoup et on est prêt à en faire plus. Merveilleux. Donc, rapport, ça va être important que ça sorte le plus tôt possible. Rapport du comité de manque de place, et probablement une autre rencontre avec ces femmes qui font un travail extraordinaire parce que la préoccupation aussi numéro 1, c'est d'avoir la création d'un programme dédié parce qu'on ne peut pas continuer avec la FAC. On ne peut plus continuer avec l'évaluation des maisons d'hébergement dans un programme qui ne représente pas la mission entière des maisons d'hébergement. Mais je veux aller sur un autre sujet, Madame la ministre, et ça, c'est la représentation des femmes. La représentation juridique des femmes, des victimes de violences conjugales, surtout avec l'aide juridique. L'aide juridique, il y a un manque de procureurs, il y a un manque d'expertise. Il y a dans certaines régions, je sais avec des maisons d'hébergement, les intervenantes m'ont confirmé que ça prend plusieurs mois avant de voir une rencontre. Le ministre de la Justice, malheureusement, a coupé, je crois, des services essentiels pour que ces femmes soient pleinement conseillées, mais pas juste les consultations, la représentation des femmes devant les tribunaux. Ça, c'est essentiel. Et là, on a coupé Juripop, on a coupé Rebâtir. Et moi, j'aimerais savoir, Madame la ministre, de votre côté, le rapport Rebâtir, en tout cas la stratégie intégrée vient à échéance, là. Moi, j'aimerais voir votre engagement que, oui, on va rebâtir en termes de
la représentation juridique des femmes parce que, étant avocate, je le sais, il y a de plus en plus de femmes qui se représentent seules devant les tribunaux. Et il y a une injustice, une grande injustice, je crois, à ça. Et donc, il faut changer le système, il faut au moins augmenter, que ce soit à l'aide juridique, avec des experts en matière de violence conjugale pour représenter ces femmes, mais aussi Jury Pop et Rebâtir. Ça, c'est des programmes excessivement importants qui doivent revenir. OK. Là, je vais vous répondre. Évidemment, vous savez que Rebâtir 1 et Rebâtir 2, ça relève du ministre de la Justice. Alors, je ne peux pas répondre dans le fin détail là-dessus, puis je pense que vous devriez aller au crédit de justice si vous voulez avoir plus de détails. Mais je vais quand même vous dire certaines choses. D'abord, sur Rebâtir 1, qui est la ligne Rebâtir, qui est toujours accessible. Depuis 2021, là, on est rendu à plus de 100 000 personnes. C'est 100 000 consultations de près de 25 000 personnes victimes. Alors, ce sont des milliers de dossiers qui ont été confiés à des avocats de l'aide juridique partout au Québec afin qu'elles puissent être présentées devant les tribunaux. C'est honnêtement extraordinaire parce que des fois, tu connais pas tes droits. La ligne Rebâtir, ça veut dire que les femmes, elles le prennent le téléphone pour avoir une consultation gratuite de, si je me rappelle bien, puis c'est vraiment, c'est pas un dossier, c'est un dossier justice. Si je me rappelle bien, ils ont droit à 4 heures de consultation et c'est vraiment, là, c'est parfait, parce que ce qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est que les femmes puissent avoir un accès pour connaître leurs droits, pour savoir dans quoi elles s'embarquent. Alors ça, la ligne Rebâtir, c'est un énorme succès. Et des discussions que j'ai eues avec le ministre de la Justice, parce que quand j'ai retrouvé mon poste, on a discuté un petit peu ensemble, parce qu'on a toujours bien travaillé ensemble, moi et le ministre de la Justice, puis c'est un féministe, puis il a fait beaucoup de choses pour les familles et pour les femmes. Alors nous avons discuté de ça. Pour ce qui est de Rebâtir 2, l'idée était de mettre, puis là, je parle du programme de mon collègue justice. Vous me pardonnerez, je n'ai pas tout à fait le fin bon détail, mais l'idée était d'éviter les conflits d'intérêts dans les plus petites communautés. Et c'est un projet pilote qui a pris fin, si je me rappelle bien, en septembre 2024. Là, il y a eu des discussions. Ce qu'a fait le ministre de la Justice, c'est rajouter à l'aide juridique à peu près 25 avocates spécialisées dans les dossiers de violence. Je vous invite à aller à justice, mais ça ne veut pas dire que je ne vous entends pas et que je ne pourrai pas discuter de cette question-là avec le ministre. Mais c'est pas, je viens juste de revenir dans cette chaise-là. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire, d'évaluer plus clairement, documenter davantage les besoins, parce que cette documentation-là, moi, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je suis prête à entendre. Merci, Madame la ministre. On poursuit avec la députée de Terrebonne pour votre deuxième et dernier bloc. Merci. J'aimerais revenir un petit peu sur les maisons d'hébergement. Maisons d'hébergement, donc on sait qu'il y a eu, vous l'avez dit, vous avez mis plusieurs choses en branle. Il y avait quand même un certain retard dans la construction des maisons d'hébergement de deuxième étape. Moi, ce que je voulais savoir, c'est avez-vous déjà pensé à mettre en place une voie rapide pour construire les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences? Je dis ça parce que ce qu'on s'est fait dire beaucoup sur le terrain, c'est que parce que ces maisons-là sont considérées comme étant du logement social, ça nous met devant certains obstacles. Alors, nous, ce qu'on proposait au Parti québécois, c'est d'adopter une voie rapide, de sortir les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences de la catégorie du logement social et de pouvoir plus rapidement mettre en branle ces projets-là de construction. Je voulais savoir si c'est un sujet qui a été discuté de votre côté. Bien, je ne sais pas à quoi vous faites référence quand vous dites qu'on est en retard, parce que quand même, on a sorti 21 maisons depuis 2022. Alors, je sors mes chiffres. En 2021, votre gouvernement avait annoncé le financement de 236 logements additionnels. Puis là, je parle vraiment juste de deuxième étape, OK, pour 2023. Donc, c'est un chiffre qui a été revisé à ce moment-là à 233. Il y a une demande d'accès à l'information qui a été faite par des chercheuses qui révélait qu'en novembre 2025, il y a seulement 157 de ces logements-là qui avaient été construits et que 66 étaient encore en chantier. Donc, conclusion,
plus de 4 ans après l'annonce, il y a seulement 66 de ces unités-là qui ont été réalisées. Donc, moi, c'est les chiffres que j'ai, c'est ce que nous a révélé la demande d'accès à l'information. Donc, c'est pour ça que je parle de retard. Et puis, de toute façon, quand on pense que la moitié des femmes qui cognent à la porte, comme je le disais tout à l'heure, se voient refuser l'accès à une maison d'hébergement, que ce soit de première ou de deuxième étape, on peut se dire que si vous avez rattrapé ce retard-là, il en reste encore plus à faire pour que toutes les femmes puissent être hébergées au Québec. Donc, ma question est quand même valide. Est-ce que vous avez évoqué la possibilité de sortir les maisons d'hébergement du logement social pour donner une voie qui lui soit particulière et accélérer le processus? Bien, déjà, la construction des maisons d'hébergement, c'est quand même un dossier particulier parce que ça peut pas être considéré nécessairement comme du logement social parce qu'il y a des femmes qui sont sans le sou, qui paient pas de loyer, qui sont dans ces maisons d'hébergement-là. Ça demande un système de sécurité également dans ces maisons d'hébergement. Les femmes, on peut pas envoyer des femmes dans des maisons d'hébergement sans support, c'est pas du logement abordable là, le logement. En fait, la maison d'hébergement de première étape est pour protéger la femme. On est dans la situation de crise et d'urgence. La maison de deuxième étape, c'est pour prolonger le séjour et c'est un séjour accompagné avec des règles. Les gens vivent là peut-être avec des enfants, etc. Mais l'idée de la maison de deuxième étape, c'est de permettre à la femme de consolider sa nouvelle vie, d'être capable de reprendre en main sa vie, de se trouver un emploi, de se trouver un logement, peut-être un logement abordable pour payer son loyer. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elle retombe pas dans le climat toxique qu'elle vient de quitter. Alors, ça lui donne les ascendants ou les bases solides pour pouvoir reprendre sa vie. Alors, c'est déjà un programme particulier parce que ça coûte plus cher une porte dans une maison d'hébergement juste à cause de la sécurité, à cause aussi du support. Et franchement, il faut travailler avec l'habitation. Ils ont une expertise, ils ont la structure nécessaire pour avancer dans ces dossiers-là. Alors, moi, l'engagement, quand moi je suis arrivée en 2022, on avait un engagement et c'était de construire 4 maisons de première étape et 33 maisons de deuxième étape. Les 4 maisons de première étape sont identifiées, il y en a certaines qui sont en construction. Dans les 33 maisons de deuxième étape, on en a livré 21, il en reste une douzaine, elles sont identifiées. Moi, je pense qu'on se rend. Alors, les maisons, c'est pas comme si on partait de zéro. On travaille sur chaque cas individuellement parce que, comme j'expliquais, la maison en Abitibi-Témiscamingue, sa spécificité dans un terrain, il y en a qui sont proches d'une maison de première étape, il y en a qui sont ailleurs. Il y a des enjeux dans d'autres régions où il y a des problèmes d'accessibilité sociale, où dans les quartiers en question, on refuse d'avoir une maison d'hébergement. Alors, il faut voir à différents enjeux. Il y a des niveaux de sécurité à installer dans ces maisons-là. Il y a certains endroits où ça prend des fenêtres anti-balles. Il y a différents... c'est beaucoup plus dispendieux, mais on est... définitivement. En fait, on dit la même chose. Donc, vous reconnaissez qu'une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, ce n'est pas la même chose que du logement social. Cependant, en ce moment, je pense que dans la catégorisation et dans la façon de l'aborder pour que ces maisons-là sortent de terre, c'est abordé comme étant du logement social. Donc, on dit la même chose. Ce qu'il faudrait, ce que nous, on aimerait, c'est que la construction de cette maison-là sorte et un programme qui lui soit propre et qu'on puisse accélérer ainsi la construction de cette maison-là sans que ça passe par tout le processus qui est propre au logement social. Donc, ça, c'était mon point. Mais bon, je vais passer à un autre sujet parce que le temps passe vite. On parlait tout à l'heure de délais inacceptables pour rencontrer un enquêteur. Par exemple, je vais vous parler d'un autre délai qui, je trouve, est inacceptable. J'ai rencontré les intervenantes du Centre d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel, donc le CALAX de ma région, à Terrebonne, donc la Chrysalide, je les salue. Bonjour les filles. Et puis, c'était dans la foulée de toutes les revendications là, du communautaire à bout. Et puis, ce que ces femmes-là me disaient, c'est que quand une nouvelle femme vient à elle, elle a besoin d'aide. Parce que c'est les victimes de violences sexuelles.
eh bien, souvent, ça prend 1 an avant que ces femmes-là puissent avoir un suivi adéquat, faute de budget. Donc, ces organismes-là communautaires qui tiennent le secteur de la violence faite aux femmes à bout de bras, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez miser sur ces organismes-là dans le cadre de l'application de la loi Claire. Bien, déjà, ils sont à bout de souffle, elles ne peuvent pas aider toutes les femmes. Et donc, elle leur donne 1 ou 2 rencontres préliminaires, puis après ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que ces femmes-là soient accompagnées. C'est inadmissible. Est-ce que vous le reconnaissez? Puis est-ce que vous avez fait des représentations auprès de la ministre de l'Action communautaire pour renforcer, ramener le financement à la mission, alléger le fardeau réglementaire des organismes pour que nos femmes victimes de violences puissent être mieux desservies? Bien, les CALAC relèvent de santé et services sociaux. Plus que... Mais vous pouvez faire de la représentation pour que ça... Plus que la ministre. Puis vous avez probablement remarqué que dans la nouvelle configuration, je suis assise à côté du ministre de... Vous avez un accès privilégié. Oui, j'ai un accès privilégié, puis je le dis avec sourire en coin parce que quand j'étais en condition féminine, le premier mandat, j'ai été assise à côté de lui au Conseil des ministres et je lui parlais souvent de ces enjeux-là, de ces questions-là, mais je suis obligée de vous référer au crédit du ministre de... Oh, ben, je pense qu'ils sont passés, je pense qu'ils avaient hier, mais je pense que je vais lui poser des questions. C'est difficile pour moi de répondre avec exactitude. Je ne mets pas en doute ce que vous me dites, mais je ne le sais pas clairement, précisément. Est-ce que c'est le CALAC spécifique, le vôtre? Les CALAC, je sais qu'il y en a qui sont membres de regroupements, il y en a qui ne sont pas dans des regroupements, il y en a qui voient des hommes, il y en a qui voient des femmes. Alors, il y a différentes dynamiques d'un CALAC à l'autre, mais comme ce n'est pas vraiment sous mes responsabilités, j'ai pas le même œil. Mais c'est quand même important que vous soyez au courant de ce qui se passe dans ces organismes-là, étant donné que c'est ces organismes-là qui soutiennent les femmes qui sont victimes de violences, puis que c'est le premier maillon de la chaîne, souvent, c'est le service de première ligne. On parlait tout à l'heure, donc, de ce qui fait en sorte qu'on ait encore autant de féminicides au Québec. Un autre aspect qui me tient à cœur puis qui me préoccupe énormément, c'est les peines minimales pour les agresseurs sexuels. Je sais que ce n'est pas directement dans votre cours, mais c'est important qu'on en parle quand même. Depuis l'adoption du projet de loi C5 par le gouvernement fédéral en 2022, il y a plus de peines minimales obligatoires. Il n'y a plus de peines minimales obligatoires pour les agresseurs sexuels. Juste une question de chiffres, là. Auparavant, avant l'entrée en vigueur de la loi, c'était seulement 6 % des agresseurs sexuels qui pouvaient profiter d'une sentence à la maison. On est rendu à plus du quart des agresseurs sexuels qui ont purgé leur peine chez eux plutôt que derrière les barreaux en 2025 au Québec. Ça fait plusieurs années que votre collègue ministre de la Justice fait des revendications auprès du gouvernement fédéral et espère que les choses changent. Visiblement, un échec ici, la tentative de la 3e voie. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec votre ministre de la Justice et qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme représentation auprès du gouvernement fédéral pour que les choses changent? Bien, d'abord, sur la question du contrôle coercitif, moi et le ministre de la Justice, quand j'étais là, on a écrit une lettre commune pour demander au gouvernement fédéral d'adopter le projet de loi C5. C'était bien ça, contrôle coercitif? C'est assez bien, C5? Oui, C5. Bon, la Chambre a été dissoute et il y a eu une nouvelle élection. On a fait des représentations. Le ministre de la Justice, je sais, a parlé à son vis-à-vis, le ministre Fraser. L'été dernier, moi, je suis allée à Yellowknife, si je ne m'abuse, pour la rencontre fédérale, provinciale, territoriale. Et j'ai eu une bilatérale avec la nouvelle ministre de la Condition féminine, Mme Valdez. Et je lui ai parlé à peu près exclusivement de ça. Est-ce que ça avance? Parce que je dois parler à Madame, avec la ministre Valdez depuis mon retour. Je pense que je lui parle d'ici la fin du mois. Et j'ai l'intention de lui reparler de ça. Et pas juste de ça. Je vais vous dire, je vais y parler de l'importance du contrôle coercitif. Mais moi, je pense que les hommes qui violentent et qui sont trouvés coupables de violences conjugales et qui sont en attente de leur résidence permanente, doivent retourner dans leur pays. On ne tolère pas d'hommes violents sur notre territoire s'ils n'ont pas des papiers pour vivre ici. Alors, ça, j'en ai discuté avec le ministre de la Justice parce que je surveille quelques procès présentement qui sont très violents à l'égard de certaines femmes.
et je me questionne sur... Mais est-ce que ça avance? Est-ce que vous sentez une ouverture? Parce que là, on est vraiment à la merci de ce que le gouvernement fédéral décide pour nous, évidemment, comme dans tellement de dossiers. Donc, est-ce que ça va s'accentuer, vos revendications, dans les prochains mois? Là, vous dites que vous allez reparler avec votre homologue du côté fédéral, du côté du ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il y en est, mais est-ce que vous avez une nouvelle stratégie? Parce que là, ça fait 4 ans et demi qu'on est là-dessus, puis il n'y a rien qui bouge. Bien, il y a quand même eu un changement de législature, là, quand même. Je veux dire, il arrive un nouveau gouvernement. Alors, moi, j'ai un petit espace. Ça fait à peine 2 semaines que je suis revenue, 2-3 semaines que je suis revenue. Puis je rencontre la ministre Valdès. Je lui parle d'ici la fin du mois. Puis je vais la revoir aussi dans une rencontre fédérale, territoriale et provinciale. Puis honnêtement, je vais voir avec elle là, pour l'enjeu du contrôle coercitif. Mais à mon avis, ça devrait être sur le dessus. Merci beaucoup. Liste, là. C'est ce qui termine les interventions de la députée de Terrebonne. On poursuit avec la deuxième opposition pour votre dernier bloc. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. J'ai très peu de temps, donc je vais compter sur vous pour faire respecter la règle de l'équivalence du temps entre la ministre et moi. Je vais poser la question sur la contraception. J'ai déposé une pétition, vous vous rappelez, qui a recueilli près de 100 000 signatures pour avoir la contraception gratuite. Un sondage léger à l'automne dernier montrait que 76 % de la population est d'accord. Et depuis ce temps-là, il y a plein d'organisations qui ont dit que c'est important qu'il y ait la contraception gratuite pour tous les avantages que la ministre connaît. Le Collège des médecins du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, l'Association des jeunes médecins du Québec, la FQPN, le Centre de santé des femmes, la Clinique des femmes de l'Outaouais, l'Association médicale canadienne, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la Société canadienne de pédiatrie, l'Association médicale canadienne et l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec qui a déposé une étude que je vais déposer ici, Madame la Présidente, pour que la ministre puisse la lire au complet. Est-ce que ça démontre, cette étude-là, c'est quelque chose de très intéressant? Derrière votre étude. Oui, c'est déjà déposé. Et ce que ça montre, cette étude, c'est quelque chose de très intéressant, surtout que nos finances publiques vont mal en ce moment. Ça permettrait de faire des économies à l'État. Chaque dollar investi en contraception pourrait rapporter entre 7 et 8 dollars en économie pour l'État. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour savoir ce qui a été fait par le gouvernement, s'il a évalué les coûts, s'il a évalué les économies. Et ce que j'ai reçu, c'est un document totalement caviardé. Même à la fin, on voit qu'il y a une recommandation, c'est écrit « recommandation » et c'est caviardé. Donc, peut-être que la recommandation, c'est de faire, comme le consensus dans la société, de rendre la contraception gratuite, mais on ne le sait pas. Est-ce que la ministre pourrait me dire... pourrait dire aussi pour tout le monde si c'est quoi la recommandation et combien coûterait à l'État de rendre la contraception gratuite et combien ça rapporterait. Est-ce que cette évaluation a été faite? Visiblement, elle l'a été, puis il y a une recommandation, mais on n'a pas les informations. Est-ce qu'elle peut rendre ça public? Bon, OK. Bien, d'abord, il faut dire qu'on ne part pas de zéro en termes de contraception gratuite. Là. Quand même, la contraception est gratuite pour toutes les femmes de moins de 18 ans. Elle est gratuite pour les étudiantes de moins de 25 ans qui résident chez leurs parents et pour les femmes prestataires de l'aide sociale. Alors déjà, on a un assez bon groupe. Maintenant, 99 % des Québécoises sont couvertes d'une façon ou d'une autre, 33 % par l'assurance médicale du Québec et 66 % des femmes par une assurance privée. Les assurances, elles ne couvrent pas tous. Il y a effectivement des franchises et c'est un peu ce ménage-là qu'on tente de faire avec le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Actuellement, je sais qu'il y a plusieurs scénarios et documents de travail qui circulent, mais il n'y a pas de rapport complet, ce qui explique peut-être ce rapport caviardé. Là, évidemment, moi, j'étais pas vraiment là quand ça s'est sorti. Là. J'en prends acte. Mais ce ne sont pas des positions gouvernementales claires et des analyses finales. Le gouvernement, dans une optique de saine gestion des finances publiques, ne se substituera pas aux assurances privées.
Ça serait un peu fou là, de dire on le fait au sens large. Il faudrait en fait être capable d'évaluer quel type de contraception manque dans le bouquet des produits disponibles et être capable de voir, d'évaluer combien coûterait comment on le calcule. Mais je pense que déjà, en offrant aux jeunes femmes de moins de 18 ans et aux étudiantes de moins de 25 ans qui résident chez leurs parents une contraception gratuite, ben on fait quand même œuvre utile chez les jeunes femmes. Madame la présidente, Madame la ministre, le coût demeure une barrière importante. Moi, il y a des médecins qui me le disent, puis les études le démontrent, puis si la ministre les lit. Il y a des femmes qui veulent se faire, par exemple, poser un stérilet, mais elles n'ont pas l'argent tout de suite à payer, puis elles sont pas couvertes, elles ne peuvent pas y avoir accès. Le coût est une barrière importante. Il y a d'ailleurs des membres du gouvernement, des députés femmes qui pensaient que c'était déjà gratuit. Elles savaient pas que ça ne l'était pas, puis qui viennent m'en parler pour me dire « Je pensais que c'était gratuit, je suis étonnée. » La Colombie-Britannique l'a rendu gratuite, le Manitoba, le Yukon, l'île du Prince-Édouard, parce que chaque dollar investi permet de faire des économies de 7 à 8 dollars. Je répète ma question. Ça, c'est un document du ministère des Finances. Donc, il y a des coûts, il y a des choses qui ont été évaluées, mais c'est pas rendu transparent. Pourquoi? Est-ce que la ministre peut s'engager à demander au ministre des Finances de rendre des documents sur les coûts de la contraception et les économies que l'État peut faire disponibles à tout le monde? Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle s'engage à demander au ministre des Finances de rendre cette étude-là disponible? Ben, écoutez, je ne parlerai pas pour le ministre des Finances. Est-ce qu'elle peut s'engager à lui demander? Qui est extrêmement crédible, mais je peux vous dire qu'à mes yeux, la transparence gouvernementale, c'est important. OK? Ça, c'est la première des choses. Mais elle doit aussi coexister avec la capacité des différentes administrations publiques à faire un travail préparatoire qui est bien fait et qui est sérieux. On ne peut pas publier différentes orientations et les mettre au jeu. À un moment donné, il faut faire ce travail sérieux. Et ce que je comprends, c'est que le travail qui était là faisait état de différents scénarios préparatoires dont j'ai pas vraiment pris connaissance. Alors, je m'arrête là sur cette question-là. Par contre, sur la question de la contraception comme telle et de l'accès à la contraception, je pense que ça, là-dessus, on s'entend. Parce que l'objectif doit être qu'aucune femme ne renonce à la contraception pour des raisons financières. D'ailleurs, vous avez mis votre petit grain de sel dans le plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement que j'ai présenté en 2024. Et il y a un axe qui vise à faciliter l'accès à l'information et aux services de contraception. Et la campagne d'information Ma contraception, portée par les différents centres de santé de femmes, a été lancée en 2024. Alors, on sait de façon générale que les contraceptifs sont parmi les médicaments les moins chers sur le marché, qu'ils contribuent aussi à abaisser l'accès à l'avortement, mais l'avortement au Québec est en baisse de façon importante depuis plusieurs années, mais quand même, la contraception fait partie des outils essentiels à une jeunesse épanouie. Je vais le dire de cette façon-là. Alors, je pense que c'est important que la contraception soit accessible. C'est un peu complexe, j'en conviens, parce que il y a comme je vous ai dit, 99% des femmes sont couvertes d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être certains stérilets avec hormones qui sont pas disponibles. Est-ce qu'on peut les rendre disponibles d'une façon ou d'une autre? C'est beaucoup plus ce type de scénario-là qu'on doit regarder dans un contexte de saine gestion des finances publiques. Moi, quand j'écoute la ministre, je comprends qu'elle n'est pas d'accord avec le consensus social, le consensus de la science, le consensus des experts. Je l'invite à lire l'étude qui a été faite, qui montre d'un point de vue, évidemment, de santé. Ça, je suis sûre que la ministre est d'accord avec ça, mais même d'un point de vue économique, que ça rapporte à la société. Et je l'invite aussi, j'ai pas eu de réponse, qu'elle s'engage à demander, à rendre public la recommandation et ce document du ministre des Finances. Portée d'intention, s'il vous plaît. Donc, je l'invite à s'engager à parler avec le ministre des Finances pour rendre public cette étude-là et la recommandation. Parce que j'ai reçu un document totalement caviardé sur la contraception et il y a un consensus social et scientifique à cette question.
C'est vraiment dommage qu'au Québec, on n'ait pas eu cette volonté-là, que le gouvernement n'ait pas eu cette volonté-là. Parce que quand il y a de la volonté, bien, il agit. Donc, c'est sûr que moi, je vais revenir à la charge aussi, puis ça va être un engagement de la campagne électorale. C'est ce que ferait un gouvernement de Québec solidaire. J'ai une question. J'ai écouté toutes les discussions par rapport à l'argent qu'il faut investir pour avoir des maisons d'hébergement, des places, etc. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que la ministre refuse d'avoir un vrai ministère qui pourrait déposer des projets de loi signés par la ministre de la Condition féminine, d'un vrai ministère avec du vrai pouvoir, avec des ressources et devenir un peu comme ce que fait le rapport Rebâtir la confiance, la championne ou la coordinatrice de toutes les actions en matière de conditions féminines qui sont énormes, que ce soit de l'intervention, de la prévention et aussi des ressources. Pourquoi est-ce qu'elle refuse qu'il y ait un vrai ministère qui est une demande historique et qui fait partie d'une des recommandations de Rebâtir la confiance? C'est pas bien de me prêter des intentions. Moi, ce que je vous dis, c'est que le secrétariat à la condition féminine joue un rôle qui est transversal. Un rôle extrêmement important. Les femmes, c'est 50% de la population. Et ce rôle transversal-là, il est unique au gouvernement. Donc, elle refuse. Il y a différentes structures, différentes façons de fonctionner. Moi, je pense que les enjeux je ne pense pas, je sais que les enjeux qui touchent les femmes ne relèvent pas d'un seul ministère. Ils touchent la santé, la justice, l'éducation, l'économie, la sécurité publique, l'habitation. Ça prend un chef d'orchestre pour être capable de fonctionner avec l'ensemble de ces partenaires-là. Et le modèle du secrétariat permet cette action coordonnée. Et c'est fascinant, assez extraordinaire l'expertise qu'il y a au secrétariat de la condition féminine. C'est frappant parce que quand on rentre dans l'appareil public, puis qu'on commence à travailler avec différents partenaires dans des ministères ou autres, ce qui se passe au secrétariat de la condition féminine, c'est spécial, c'est particulier. Et c'est cette capacité d'être capable de travailler avec différents ministères et différents ministres et être partie prenante et à mettre son pied dans la porte. Et il y a visiblement des avancées, et une de ces avancées-là, c'est que la ministre responsable de la condition féminine, aujourd'hui, se voit octroyer des pouvoirs importants dans le projet de loi 4, et ce n'est que le début. Merci. Je vais amener la ministre à un autre sujet. Le Centre de santé des femmes de la capitale nationale a dû débourser un montant de 287 741 $ de son argent parce qu'il n'y a pas d'entente signée. Puis leur demande, c'est d'avoir 1,9 million sur 3 ans pour garantir les services qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entente encore et quand est-ce qu'il va y avoir une entente? Ça, c'est le centre de santé qui était dans le Exact. plan sur l'accès aux soins en avortement. Écoutez, c'est une grande victoire, ça. Je veux dire qu'on ait ouvert ce centre-là assez rapidement et on est en train de faire le suivi. Puis, croyez-moi, je vais faire un suivi assez serré sur le centre de santé national que j'espère aller visiter, d'ailleurs. Merci beaucoup. On m'a dit qu'il était... Juste avant de passer la parole pour son dernier bloc, vous aviez un document. Est-ce que vous souhaitez le déposer ou seulement le rendre accessible aux membres? Document-là? Non. Oui, bien sûr. Oui. Donc, vous l'envoyez au secrétariat.